Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter, Loïc, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui, je suis Loïc Martin, je suis de filière infirmière, j'ai 48 ans. J'ai été infirmier, cadre de santé et cadre supérieur de santé, aussi bien manager que formateur. Et là, je me lance dans un nouveau challenge. J'ai accepté un poste de maître de conférence en sciences infirmières à l'université de Rouen. On n'est pas beaucoup, on est à peine une quinzaine en France. Donc c'est un beau challenge. J'avais même pas les 15, je pensais que vous étiez que 10. J'avais une dizaine de... Ouais, après il y a des maîtres de conférences associés, des maîtres de conférences en mono-appartenant. Ah oui. Et donc on n'est pas énorme, mais c'est chouette. C'est une belle aventure. C'est un beau challenge. Ouais, Exactement. Tu pourras nous en parler un peu plus tard. On commence toujours par une question qui est un peu bête, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont besoin de le savoir. C'est pourquoi la santé au début ? Pourquoi tu y es venu ? Job d'été, ambulancier, relation avec le patient, sourire, authenticité, à la disposition des patients. Ouais. Et c'était une révélation. Pourtant, ma mère, qui était infirmière, m'avait toujours dit « Surtout, ne fais jamais ce métier !» Jamais. Mais voilà, c'est cette attention à l'autre et le bonheur aussi de pouvoir être utile à quelque chose. Et c'était rigolo parce que j'ai commencé en binôme en tant qu'étudiant ambulancier. Ouais. Puis au bout de 4-5 étés, j'avais moi-même mon véhicule seul. Et donc je montais en autonomie et en grade sur le sujet. Ouais. Et alors rouler avec le 2 tons, ça fait quoi ? Oh, c'est... Tu peux nous résumer ton parcours ? Oui. Donc je suis un des derniers infirmiers du XXe siècle puisque j'ai été diplômé en 1999. Ouais. J'ai commencé rapidement en fait. J'étais infirmier en réanimation neurochirurgicale pendant 5 ans. C'était une expérience extraordinaire. On pourra en parler après, mais sur la prise de responsabilité, la question du travail en équipe, qui est hyper importante à mes yeux. Ensuite, j'ai voulu me mettre un petit peu en danger, puisqu'au bout de 5 ans dans le même service, je commençais à maîtriser quand même pas mal de choses. Et puis, moi, j'aime bien le challenge, comme vous avez pu comprendre. Et donc, j'ai voulu travailler en pédiatrie. Donc, je suis allé travailler en réanimation pédiatrique, où il y avait une salle de réveil, 6 lits de réanimation et de la chirurgie assez classique, pendant 2 ans. Puis après... j'ai souhaité devenir cadre de santé, donc j'ai fait faisant fonction de cadre pendant 2 ans en chirurgie vasculaire et thoracique au CHU de Rouen. Et puis j'ai fait l'école des cadres, l'Institut de formation des cadres de santé. Et après, gros challenge en termes de gestion des ressources humaines, j'étais cadre de santé aux urgences du CHU, avec à l'époque, ça a augmenté, mais c'était 250 entrées par 24 heures en moyenne. Ah ouais, ce qui est énorme. Et puis avec des collègues, on gérait 150 personnes à peu près à 2 ou 3. Très intéressant, puisque c'est une ouverture finalement sur le monde hospitalier, mais en même temps accueillir n'importe qui, à n'importe quelle heure, quel que soit son niveau de vie et son revenu. Et une belle expérience. Après, comme j'ai une appétence pour l'encadrement et l'accompagnement, j'ai travaillé 5 ans en IFSI, en Institut de formation pour les soins infirmiers. Parallèle de ça, j'ai fait un master recherche en sciences de l'éducation où je me suis intéressé au raisonnement clinique. C'est tout le cheminement intellectuel de l'infirmier et de l'infirmière, qui m'a d'ailleurs permis après d'avoir des bases pour écrire un bouquin sur le sujet. Ensuite, j'ai eu une opportunité d'être cadre supérieur de santé en institut de formation pour les cadres de santé, où j'ai développé pas mal la culture en numérique. Et puis... C'était en quelle année, c'est pas indiscret ? Alors j'ai commencé en 2015. Ah oui. Ça veut dire qu'avant 2015, il n'y a pas de culture numérique ? En fait, non. Ah ouais, là c'est. non, mais t'as raison parce qu'en fait le référentiel 4 date de 1995 et à aucun moment il y a cette question de la culture numérique qui est intégrée. Donc ça dépend vraiment des institutions. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un cadre qui travaille sans son ordinateur, ça n'existe pas. Non, mais même au-delà, tu vois, sur la dimension de solutions numériques collaboratives,
c'est pas trop développé. Donc ça, et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur les sciences de l'éducation et de l'information. Et puis je voulais un nouveau challenge encore, donc je me suis lancé dans une thèse en 2018 où je me suis intéressé à l'environnement numérique de travail des cadres de santé. En parallèle de mon boulot, parce que c'était compliqué de faire ça, donc le soir, le week-end, tout ça. Et j'ai soutenu ma thèse. J'ai passé les cadres, ils travaillent pas vraiment la journée, ils n'ont pas trop de trucs à faire, donc faire une thèse en plus. Tranquille, large. Et puis après, j'ai passé toutes les qualifs, et puis donc là, je viens de prendre un poste de maître de conférence le 1er septembre, là. Donc c'est tout nouveau. Et c'est chouette, il y a tout à développer, les sciences infirmières, l'universitarisation. Ouais, mais c'est impressionnant, encore une fois, c'est un poste, il y a peu d'élus, en vérité, pour arriver à... Donc chapeau. Merci. Félicitations. Hein. Et comment tu passes d'ambulancier à infirmier, c'est... Tu te dis, j'ai envie de faire du soin, pourquoi infirmier du coup ? Tu aurais pu dire AS, médecine ou ergo, tu vois. Oui, médecine, je crois que j'ai fait, mais j'ai fait 3 mois de flipper plutôt que de faire de... Donc, disons que j'ai testé, mais la question de la relation quand même au patient, et puis la prise de responsabilité me semble un peu plus forte, en tout cas dans la relation au patient en tant qu'infirmier, même si les aides-soignantes sont très très proches du patient. Mais j'avais besoin de prendre quand même des responsabilités. Ok. Donc c'était plutôt ça, infirmier. Et puis ce qui était sûrement le métier le plus peut-être le plus clair pour moi en fait. Ergo, psychomote, finalement en 1999, enfin en 96 à l'époque, on en parlait quand même un peu moins. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Donc c'était le métier le plus accessible. Quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et t'as retrouvé ce que tu cherchais ou pas ? Oui, totalement. Totalement. Un sourire en passant dans un couloir, un bénéfice pour les patients qui est énorme. Enfin, il y a peu de métiers quand même où on engage ce niveau de proximité et puis aussi cette relation à l'intimité aussi, parce que c'est très très fort finalement. Donc, surtout que tu bossais en réa. En réa, il y a quand même une relation aux familles, aux patients qui est particulière comparé à un service conventionnel. Oui. Et il faut savoir accueillir, accompagner, des fois ne pas parler, juste écouter, tout simplement. Ça, c'est un point essentiel. Non, c'est un métier captivant, et d'ailleurs, je pense qu'il faut redonner du sens et puis repositiver ce métier, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de départs dans ce métier, ou en tout cas très peu de valorisation de ce métier. Et c'est quand même un des plus beaux métiers du monde. Donc, tu penses qu'ils sont dus à quoi ces départs ? C'est multifactoriel. Je pense que on paye sûrement, que ça soit de droite, de gauche, peu importe, les politiques de restriction budgétaire de ces dernières années, enfin de ces 20-30 dernières années, et ça, tout gouvernement confondu. Peut-être de considérer l'hôpital comme une entreprise, ça a un impact. Et puis, redonner du sens à ce métier en disant que finalement, on est tous là pour le patient. Et de temps en temps, on perd un peu la dimension patient dans la question de la logique financière qu'il faut prendre en compte, puisque c'est logique. Mais et puis, peut-être qu'on est nous-mêmes responsables, c'est-à-dire que du fait c'est un métier quand même difficile, mais on n'a peut-être pas assumé le fait qu'il fallait faire attention aussi au fait de dire que c'est un beau métier. De temps en temps, on dit souvent que c'est difficile, qu'on travaille le week-end, mais on travaille le week-end certes, mais il y a d'autres avantages en étant libre la semaine, etc. Donc je pense qu'on est aussi nous-mêmes responsables de ce sujet. Après, je crois que le métier va évoluer. On peut pas demander à un infirmier de faire infirmier 40 ans. Enfin, ça pendant 40 ans. Je pense qu'il faut accepter les départs et il faut accepter les arrivées. En fait, c'est une sorte de processus. Entrée-sortie, sortie-entrée. En tout cas, je pense qu'il faut le considérer aujourd'hui comme ça. Sur que la vocation de l'infirmière qui va travailler 40 ans dans le même service, c'est sûr que ça n'existera plus. Il faut être. Physiquement, c'est compliqué. Être infirmier ou infirmière à 64 ans dans un service physique, il faut probablement imaginer des nouveaux modèles
Et puis peut-être travailler plus sur la question de l'expérience en fin de carrière et la question du tutorat, du mentorat, de l'accompagnement, que de travailler sur un travail physique. Enfin, ou en tout cas, imaginer peut-être la répartition de travail différemment de quelque chose qui doit être identique pour tout le monde de la même manière. Ouais, je vois souvent dans ce travail physique, j'ai souvent cette image, surtout on parlait avec Alexis tout à l'heure, on parlait des TMS et tout ça, des troubles musculo-squelettiques. Et j'ai toujours cette image, moi quand je bossais en réa, plutôt que d'attendre l'aide-soignant pour remonter les patients correctement, mettre les patients à plat, aller à la tête, prendre le drap, tirer tout le patient tout seul. Bon, quand tu as des patients qui font 90, 100, 110 kilos, ça va quand tu as 25 ans. Quand on a 40, 50, 60, c'est plus la même histoire. Donc ça va être clairement aussi un problème d'usure physique et psychique qu'il va falloir... sur lequel il va falloir se pencher à un moment ou à un autre. Quoi, ouais. Puis peut-être normer les services, c'est-à-dire que dans un service de chirurgie, c'est un infirmier ou une infirmière pour tant de patients. On voit bien qu'en Suisse, il y a moins d'aides-soignants, il y a plus d'infirmiers, mais les infirmiers ont moins de patients à prendre en charge. Et c'est sûrement plus facile d'appréhender, et même pour le patient, la logique de la qualité de soins avec un effectif quand même plus limité. Il y a des études en Angleterre qui a montré que moins il y avait d'infirmières, plus il y avait de décès. Donc c'est pas compliqué. Donc ça c'est sûrement des choses à appréhender, mais on peut pas tout gérer sous le champ de la dimension économique. Et ça, je crois que c'est important. Il faut le prendre en compte. Il y a des choses où on doit être responsable de nos finances, puisque c'est nos finances publiques, mais on doit être aussi capable d'investir aussi sur ce champ de la santé, parce que quand on voit le vieillissement de la population, demain on va avoir besoin d'encore plus de soignants. Du coup, ça me fait monter une remarque, c'est comment ils font les EHPAD la nuit ? Si pas d'infirmiers augmente le ratio de décès, quand il n'y a que des aides-soignants, comment ça marche ? Ouais, après, je serais curieux de voir, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ça ? Sûrement. Ouais. Après, je pense que c'est loin d'être... c'est un sujet très très complexe. Hein. Ah oui, bien sûr. Et puis, mais bon. Ton nouveau challenge, du coup ? Ouais, sciences infirmières. Donc, on n'est pas beaucoup. L'idée, il y a un processus d'universitarisation des formations infirmières avec des possibilités d'expérimentation de licence. Et pas de grade licence, mais vraiment de licence. Donc, dans mon université, à l'université de Rouen-Normandie, on a une possibilité d'expérimentation. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on est en train de lancer le processus, d'améliorer le processus, parce qu'au début, on est un peu dans essai-erreur et il y a une logique d'amélioration du processus. Test and learn. C'est ça. Et puis aussi, c'est encourager, valoriser, donner à voir, parce que je pense que d'arriver à proposer des profils diversifiés d'infirmiers, de paramédicaux, c'est aussi source d'attractivité et de fidélisation, puisqu'en fait, on offre un panel de solutions, et puis souvent la littérature montre quand même que si on va jusqu'au doctorat, c'est aussi, on peut se considérer comme une vraie profession. C'est vrai. Et s'il n'y a pas de besoin que tu manquais de métier jusqu'à maintenant. Non, mais sur le terme, la définition de la profession, un des critères et des attributs de la profession, c'est que on soit autonome aussi dans nos formations et d'aller jusqu'au niveau doctorat pour parler vraiment de métier ou de profession, quoi. Donc c'est un beau challenge. Il y a quasiment presque tout à construire, puisque là l'idée c'est de monter les licences. Après, on va travailler sur la création de masters en sciences infirmières. Et puis, si je suis pas à la retraite d'ici là, peut-être la création d'écoles doctorales. Ouais. Donc, il y a un boulevard le champ des possibles qui est super. Il y a un besoin en particulier dans ce... Alors, ça va pas être, en tout cas sur les masters et les doctorats en sciences infirmières, ça va pas être un volume immense, puisque les places vont être quand même assez limitées, mais ça offre quand même des perspectives, et puis ça permet d'arriver aussi à renforcer la filière et puis à apporter des données. On appelle ça des données probantes, des données reconnues par la science, et on doit être, nous, capables de proposer aussi ces données probantes. Donc ça, c'est un beau challenge. Après, c'est aussi d'être peut-être en ressources d'accompagnement sur les unités d'enseignement de recherche, et puis peut-être sur l'analyse des pratiques professionnelles aussi. Ça, c'est un point important. On n'est pas assez formé sur ce sujet de l'analyse des pratiques professionnelles. Et c'est bien spécifique, et c'est pas une analyse de situation. Et ça, c'est un point important. Il y a un peu de confusion de temps en temps entre analyse de situation et analyse des pratiques.
Et donc voilà, l'idée, c'est aussi d'apporter modestement ma pierre à l'édifice et puis d'essayer de s'engager pour avoir une formation de qualité. Voilà. Ce qui est déjà un bel enjeu. C'est vrai. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas au clair avec le quotidien d'un maître de conférence. Ouais. Alors, en fait, il y a trois orientations. La première, il y a des enseignements à faire. Globalement, pour un titulaire, c'est 192 heures d'enseignement à réaliser sur l'année. Okay. Ensuite, il y a la recherche. Donc, c'est de réaliser des recherches et on est essentiellement évalué là-dessus. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on est peu évalué sur nos compétences pédagogiques. Alors qu'ils font partie quand même. Voilà. Et ça, je pense on devrait être évalué sur nos compétences pédagogiques, mais on est plus évalué sur le processus de publication. Donc, recherche, publication. Ouais. Et ensuite, il y a un point de coordination de parcours. Donc, moi, je suis responsable là des licences soins infirmiers et licences sciences infirmières en collaboration avec le vice-doyen. Okay. Et puis, actuellement, là, il vient de se lancer la fameuse réingénierie de la formation infirmière avec une mise en œuvre en 2025, septembre 2025. Et je participe au groupe de travail ingénierie pédagogique avec le groupe au ministère, avec la DGOS, okay. Direction générale de l'offre de soins. Donc il y a tout ça, et plus améliorer le processus de relation entre les universités et les instituts de formation en soins infirmiers. Et puis à côté de ça, je suis aussi membre du comité de rédaction de la revue Soins 4, qui est une revue professionnelle. Et puis j'écris un petit peu aussi, j'ai écrit un bouquin sur le raisonnement clinique qui fait aussi partie un peu finalement du processus de publication. Sûr. Et là, je suis en train de coordonner un ouvrage, coordonner un ouvrage sur le leadership en santé. Et okay. Alexandre a eu la gentillesse d'écrire une participation et un texte sur le sujet. Et c'est un ouvrage qui regroupe en fait 27 textes et 31 auteurs. Donc il y a certains qui ont écrit à deux. Et j'ai demandé en fait aux auteurs de se positionner en 4-5 pages maximum sur c'est quoi pour eux le leadership en santé. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. C'est bien beau de faire les liens entre la fac et les IFSI. Qu'en est-il du lien entre la fac et l'hôpital ? Alors c'est une excellente question puisqu'actuellement le statut des maîtres de conférence en sciences infirmières, on est des mono-appartenants. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme les médecins en bi-appartenants. Ça veut dire que toi, tu n'as plus du tout d'activité à l'hôpital, en fait ? Non, alors, direct, non. Ouais. Indirect, oui, puisqu'au travers des recherches, comme je m'intéresse au raisonnement clinique, je vais observer. Et puis, justement, pour éviter d'être déconnecté de ce processus de soins, moi, j'ai une volonté de garder quand même un réseau relationnel très, très large. Et puis aussi, c'est de communiquer avec les professionnels. Et puis le fait d'être là en contact plus avec des étudiants en soins infirmiers, ils sont au cœur finalement de la problématique, donc on voit vite. Point important aussi, c'est que j'ai été formé à l'analyse des pratiques professionnelles et lors de l'analyse des pratiques professionnelles, on recueille aussi plein de données issues du terrain qui permettent aussi d'être bien au clair et pas perché dans ta tour dorée en train de se dire voilà, qu'est-ce qui se passe, je vais réfléchir. Tout ça, c'est non. L'idée, c'est d'être assez simple. Puis bon, comme j'ai pas mal d'activités quand même, je croise quand même beaucoup de personnes. Ouais. Non, mais c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, ça me semble tellement évident qu'il y ait ce lien entre la pratique terrain et l'université. Comment on... Alors, ça va être possible puisque là, après 25 ans de carrière, je redeviens stagiaire de la fonction publique d'État, donc je peux pas faire de cumul d'activités cette année, la première année. Ouais. Mais dès l'année prochaine, quand j'aurai passé ma première année, je me suis organisé avec un établissement de santé pour être en relation avec un établissement de santé. Alors je serai pas dans les soins puisque je suis plus dans les soins, mais je serai en contact, en proximité avec un établissement de santé et ça facilitera justement les choses et les liens. Et puis je pense que c'est pas mal. Après. Dans les sciences infirmières, il y a plusieurs orientations dans les sciences infirmières. Tu as la pratique clinique, tu as le côté politique, tu as le côté managérial, tu as le côté formation, et puis tu as le côté sciences fondamentales. Moi, du fait de ma formation en sciences de l'éducation et de la formation, je suis plus attaché à la dimension formation du sujet. Donc,
Et ce qui fait la richesse pour l'instant de nos regroupements entre les maîtres de conf, c'est qu'on a chacun nos spécificités. Donc en fait, on essaye d'être complémentaires les uns avec les autres. Et chacun apporte sa brique. C'est ça. Super. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que vous avez tous un beau challenge là. Ouais, avancer c'est le chouette. sujet. Non, mais c'est chouette. Et puis ça permet d'être représenté aussi, encore une fois, autrement que par le soin pur et dur, quoi, on peut dire. Aujourd'hui, si tu devais imaginer une innovation pour le système de santé, qu'est-ce que ce serait ? Alors pédago ou pas pédago, hein, Ouais, non, mais j'y ai pensé. Alors, il y en a plein. Hein. Disons que pour y avoir une innovation organisationnelle, je dirais, c'est d'avoir un management plus horizontal dans les structures hospitalières et d'offrir des marges de liberté, des marges d'autonomie un peu différentes aux professionnels de santé. Mais ça, c'est plutôt organisationnel et c'est complexe parce que ça touche... Par contre, j'ai un peu réfléchi à cette question. L'IA, l'intelligence artificielle, au-delà du côté qui fait peur, elle peut être utilisée à bon escient pour diminuer finalement les charges administratives et faire des trucs qui nous enquiquinent finalement au quotidien, c'est-à-dire, je sais pas, faire une synthèse, je sais pas, des commandes, des choses comme ça peut se faire peut-être assez naturellement. Et ce qui, moi, me semble intéressant en termes d'innovation, c'est que ça peut permettre de redonner du temps aux soignants en proximité auprès des patients. Donc, c'est comment utiliser justement cette IA, cette intelligence artificielle, pour diminuer la charge administrative sur ce qui me semble moins essentiel. Il y a des charges administratives qui sont importantes, qu'il faut quand même garder. Mais en tout cas, l'idée d'arriver à redonner du temps en proximité auprès des patients, ça me semble un point essentiel. Voilà, après, il faut toujours travailler sur la dimension de l'éthique et la dimension de la sécurité avec l'IA, parce que il peut y avoir des débordements. Mais si on le pense intelligemment et si on est sur une IA raisonnée, ça me semble il y a un bel avenir sur le sujet. Un bel outil, quoi, pour gagner du temps aussi. Ouais. C'est un truc qui m'a toujours effaré. Je comprends pas qu'en 2023, un truc tout bête qui pose des problèmes dans 100% des hôpitaux, c'est les plannings. Ouais. Je comprends pas comment aujourd'hui on trouve encore des cadres qui font des plannings sur des feuilles A3 à la main, avec les desiderata de chacun des agents, donc 40 ou 50. Sans parler d'IA, je pense qu'un logiciel tout bête, ça doit exister. Ouais, mais même l'IA, à mon avis, tu donnes toutes les trames et puis. Oui, je pense que ça peut être des solutions pour faire gagner. Ouais. Parce que je sais pas s'il y a une étude sur ça, du nombre d'heures passées par les cadres sur la création des cadres verbalisent majoritairement que c'est à peu près 80% de leur temps de travail. Puisque actuellement, il y a énormément d'arrêts maladie, il y a beaucoup de mouvements, de turnover, des non-remplacements. C'est un peu compliqué. Alors après, est-ce que c'est réellement 80%? Mais globalement, il y a une expression à peu près du 80%. Après, ça dépend des structures. Il y a des structures qui ont décidé que la gestion des plannings était gérée par quelqu'un d'autre et pas par le cadre, et que le cadre soit en proximité pour faire de la gestion de projet, de suivi de qualité, etc. C'est ce que j'allais dire, les missions du cadre, elles sont tellement différentes que de faire des plannings. Bah oui. Et du coup, on retrouve à avoir des gens compétents à faire des choses pour lesquelles... ils ne sont pas préparés non plus à ça non plus. Si, ils sont un peu formés, mais ils sont formés, mais après... je veux dire, personne ne fait 4 pour faire des plannings. Non, quand on a fait 1, t'en as fait 10, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Ça, t'en fais un une fois à l'école pour apprendre ce que ça fait, puis après, l'enseignement est suffisant, quoi. C'est ça. Et tu utilises l'IA, toi, au quotidien, dans ta pratique? Alors, j'utilise l'IA pour soit débroussailler un sujet, c'est-à-dire il y a un sujet que je connais pas bien, j'interroge l'IA, et ça me donne une première base, et après, je vais sur des ressources plus scientifiques. Voilà, mais ça me permet de... Voilà. Ou sinon, vérifier les travaux que je fais. À l'inverse, c'est-à-dire que je fais un travail, et puis je me dis finalement, est-ce que j'ai identifié tous les attributs là sur le leadership en santé? J'ai essayé d'identifier des attributs. Est-ce que, en faisant dans le sens inverse, si je demande les attributs à l'IA en santé, est-ce qu'il sort globalement à peu près la même chose? Donc plutôt en logique de vérification. Après, sur l'image, j'ai pas encore trop travaillé sur le sujet, mais il faudra que je m'y penche un peu plus. Après, ça va obliger aussi les enseignants à repenser un peu leur pratique, puisque les devoirs à la maison peuvent être assez facilement faits, automatiquement par l'IA. Ça permet de repenser. Heureusement que j'ai pas eu l'IA pendant mes études. Sinon, je pense que... Au quoi que j'aurais eu un meilleur note au bac, sûrement. Mais
Mais non, mais ça pose des vraies questions en termes de pédago, de comment on va repenser l'éducation de demain. T'as un avis là-dessus, toi, du coup? Sur l'IA, oui, je pense que... Alors, pour l'instant, l'IA, alors après, c'est tellement puissant que ça s'améliore tous les jours. Mais pour l'instant, sur les ressources scientifiques, c'est pas très, très bon. Donc, à mon avis, tu peux demander aux étudiants de l'utiliser pour vérifier des travaux ou pour débroussailler aussi. Pourquoi c'est dérangeant de débroussailler un sujet avec l'IA, mais après de demander à aller un peu plus loin en termes d'argumentation. Et ce qui me semble intéressant, c'est que justement, on va peut-être être obligé à redemander aux étudiants de davantage argumenter à l'oral un travail écrit, et peut-être moins se baser par rapport au travail écrit, mais plus aux capacités de synthèse et d'argumentation. Et puis, du coup, ça permet de développer la pensée critique. Oui, exactement. Parce que c'est bien beau de prendre tout cuit, tout ce que tu as dit l'IA. Oui. Mais... moi, je sais pas si tu suis avec ChatGPT. Maintenant, tu peux créer ton GPT, là. Et je suis en train d'en créer un qui est très rigolo. Et du coup, je le force à aller me chercher les sources. Chaque fois qu'il me propose quelque chose. Du coup, moi, je vais m'en servir pour créer des formations, pour créer du contenu informatif. Et du coup, j'ai besoin de sources. Et du coup, je lui demande, j'aimerais traiter de la reproduction des moules dans le bassin d'Arcachon, mais pour chaque information, trouve-moi la source. Drôle de formation. Ouais, drôle de formation. Un nouveau programme que c'est proposé, Alex. Ouais, mais il faut être réveillé à toute la je pense que... Et du coup, il me trouve les études, il me trouve les sources, il commence à me les proposer, donc je me dis que vraiment ça va être un gain de fou qui va être... gain de temps, pardon, qui va être fou. Et ça va être fantastique pour les années qui viennent. Là. Je pense que les gens qui prennent pas le virage vont avoir beaucoup de mal à suivre le rythme. Hein. Ah oui, et puis ça va très très vite. Après, il faut toujours être prudent et, comme tu le dis, très critique. Mais toujours, comme tout. Oui, comme dans tout. Dans la vie, si t'es pas critique sur le sujet... C'est ça. C'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés dans ta carrière ? Et vu ta carrière, tu dois en avoir quelques-uns des défis. Ouais, alors... Sûrement, le plus grand défi, c'est quand même de me dire, lance-toi quand même dans un processus de thèse en plus de ton temps de travail. Parce que, globalement, une thèse en 3 ans, quand tu as une activité professionnelle, il n'y a que 15% des gens qui arrivent à le terminer en 3 ans. Donc, je m'étais fixé l'objectif de le faire en 3 ans, puisqu'en plus, le sujet était autour du numérique. Si tu attends trop sur le sujet, les résultats sont un peu moins pertinents. Ça évolue tellement vite que tu as besoin d'être pertinent. Donc il y a ce challenge qui me semble important. Et après, je sais pas si c'est un challenge, mais on peut le dire comme ça, c'est une sorte de philosophie un petit peu, c'est de valoriser les réussites des autres. Ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est pas encore assez doué sur ce sujet-là, on est plutôt critique vis-à-vis de la réussite des autres. Et moi, je dis souvent aux étudiants que j'ai encadrés, si un jour vous prenez ma place, si vous prenez ma place, c'est que j'ai bien fait mon travail. Et je le dis que c'est un challenge parce que c'est un travail de tous les jours. D'enfiler aussi cette logique d'accepter, pas de perdre du temps, mais en tout cas de donner du temps aux sollicitations pour donner envie et puis que les gens puissent se développer professionnellement. Et puis le premier bouquin que j'ai écrit aussi, c'est le début d'un processus parce que quand on a écrit un, après t'as envie d'en écrire plein d'autres. C'est comme le tatouage, il paraît. T'as commencé le premier, t'as envie du deuxième. Ça coûte moins cher par contre. Pas en temps. Et comme le processus d'écriture, c'est quand même un exercice qui pour moi en tout cas est difficile. Parce que j'ai pas une formation littéraire, donc c'est difficile, mais en même temps c'est de mettre sur papier des idées et puis de se mouiller, et puis d'accepter la critique des autres. Donc ça c'est, je dirais, mes 2 plus gros challenges, je pense, professionnels. Après, peut-être que celui-là est aussi un sacré challenge parce que j'accepte aussi certaines évolutions ou certaines contraintes dans ce nouveau métier que j'aurais pu refuser finalement. Et en fait, j'ai accepté certaines contraintes pour développer les sciences infirmières parce que là, je travaille pas en mon nom, je travaille finalement au bénéfice de la profession et au bénéfice, in fine, de la qualité des soins. Parce que je sais pas si tu veux en parler, mais ça a un coût pour toi. Le début, le début, c'est globalement, j'avais estimé que les premières années, je perds en gros 700 € de salaire par mois. D'accord.
Après, j'avais un statut de cadre supérieur de santé qui était très agréable. Et en fait, finalement, on perd les primes. Les primes hospitalières. On a eu quand même le Ségur de la santé avec une prime qui était intéressante. Voilà, mais après, j'ai essayé de voir plus loin que ce problème-là en me disant qu'il y avait sûrement des perspectives de carrière qui pouvaient être peut-être intéressantes à moyen terme. Bon, c'est un engagement quand même, c'est-à-dire qu'il faut... j'ai 2 filles, j'ai une fille de 16 et 14 ans. Il faut quand même que je... mange. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, il faut aller au-delà de tout ça. Après, je pense qu'il y a quand même une... C'est un vrai sujet, parce qu'il y a plein de gens qui ont refusé les postes. C'est quand même... On est encore dans ce truc du soignant qui se sacrifie pour faire avancer le reste du groupe. Mais tu as exactement raison, parce que pour être le plus transparent possible, j'ai longtemps hésité à prendre le poste. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que je trouve pas normal en montant en compétence de perdre un salaire. Oui. Ok. Par principe. Et ensuite, la fameuse posture de l'infirmière qui accepte, comme tu le dis très justement, et je me voyais encore avec la calotte là, de l'infirmière en disant oui, d'accord, j'accepte parce que c'est le projet super. Et en fait, je sais pas si je m'en suis voulu, mais en tout cas, je me disais, on accepte encore trop de choses, mais en même temps, bon, ça en vaut quand même la peine. Mais merci, bon. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui passent le cap. Mais bon, après, il faut voir plus loin, il faut voir le projet, et puis ça va pas s'arrêter. Tu te concentres sur le long terme aussi. Ouais, donc, Et puis le challenge est top. Oui, ça c'est clair. La mission est fantastique. Et d'ailleurs, dans 5 ans, ça se passe comme tu le rêves. Tu en es où ? Waouh. Dans 5 ans, si je trouve l'énergie pour passer une HDR, c'est une habilitation à diriger des recherches. Ça me permettra d'accompagner des gens qui souhaitent faire une thèse en sciences infirmières. Ça pourrait être intéressant. Il y a des postes comme ça aujourd'hui ? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais, il y a Sébastien Colson qui est professeur des universités. Il y a Pascal Belloni qui est aussi professeur des universités qui a une HDR. Aurore Marga, j'en oublie souvent d'autres, mais il y a des personnalités qui sont dans ce cas-là. Donc ça, pourquoi pas. Après, je dirais que c'est d'arriver à bien aussi, dans 5 ans, c'est que ça roule, quoi. Ouais. Juste que le travail soit bien fait. Aux freins que tu as aujourd'hui d'organisation. Voilà, que le travail soit bien fait, que peut-être la filière infirmière soit reconnue au regard de ce qu'elle est, de la qualité de ce qu'elle est. Donc voilà, il y a un enjeu collectif, il y a après un enjeu individuel, mais qui est certes important pour me faire plaisir. Mais si déjà c'est bien fait, et si j'évolue tranquillement, c'est déjà bien. Après, mais bon, je suis toujours à trouver 10 000 projets en même temps, donc je pense que dans 5 ans, je te dis, je sais pas en fait finalement, parce que la vie est faite d'opportunités aussi. Et puis bon, elle est faite de rencontres aussi. Et puis ça, c'est un point clé de conserver, de maintenir le réseau, et puis d'être authentique dans ce maintien du réseau. Ça, c'est un point clé aussi. Et donc dans 5 ans, où je serai, je sais pas. En tout cas, tu auras créé des licences et des masters et des doctorats. Doctorat, je sais pas encore, parce que 5 ans, ça risque d'être un peu short. Un peu short. Mais le master, oui, j'espère que les masters sont créés dans 5 ans. Du coup, est-ce qu'il y a des tendances que tu surveilles en ce moment ? Des choses qui émergent un petit peu là ? L'IA, ouais, ça, on en a parlé. Après, sur les tendances, c'est plus une tendance issue de mes travaux. Je sais pas si vous voulez que j'en parle un petit peu, mais en fait, j'ai une expertise en classe inversée. La classe inversée, c'est une modalité pédagogique, entre guillemets, qui inverse les modalités d'apprentissage. En gros, le travail de fond est fait pas mal à la maison par les étudiants, et puis c'est plutôt du travail collaboratif en cours, et puis les étudiants prennent plus le pouvoir en cours, finalement. J'ai testé une expérience pédagogique auprès d'un public d'aides-soignants, auprès de 5 jours de formation. Et en fait, en étudiant tout ça, ils ont développé des compétences professionnelles au travers d'une modalité pédagogique qui est très intéressante. C'est-à-dire analyse, synthèse, et ce qui m'a le
plus impressionné, c'est le développement des compétences communicationnelles lors du retour en classe. Puisqu'en fait, je leur ai demandé de présenter leurs travaux collaboratifs en 7 minutes en amphithéâtre devant 130 personnes. Ouais. Au bout de 5 jours de formation. Et en fait, les compétences communicationnelles ont été extraordinaires. Et ça, je me dis qu'il y a... Parce qu'on parle de classe inversée comme une méthode pédagogique intéressante, mais on parle rarement de ce sujet de la classe inversée qui permet aussi de développer des compétences professionnelles. Donc ça, c'est un point qui me semble riche. Et puis, est-ce que c'est une tendance ou pas, mais de renforcer le raisonnement clinique chez les professionnels et d'essayer de trouver des moyens. Il y a encore un sentiment, le raisonnement clinique, d'être vécu comme un exercice d'école. Oui. Alors que c'est la pratique quotidienne de l'infirmier, c'est la colonne vertébrale finalement de notre métier. Hein. Je dis souvent pour rigoler que si t'as pas de les connaissances théoriques, c'est un des piliers du raisonnement clinique. D'accord ? Si t'as pas de connaissances théoriques, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que tu rentres dans une chambre, tu fais tiens bonjour, vous êtes tout bleu, c'est bizarre. Et puis tu ressors parce qu'en fait si t'as pas tes connaissances théoriques, que le patient est cyanosé, qu'il y a un problème respiratoire et voire plus. En fait, il est bleu, quoi. C'est juste une constatation. Par contre, si tu as des connaissances théoriques, tu vas un peu plus loin. Et donc, je crois qu'on a encore un travail à faire sur ce sujet-là pour éviter que ça soit un exercice d'école et vraiment un exercice essentiel. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus avec pas mal d'ici sur le sujet de donner du sens au raisonnement clinique et de le rendre un peu attractif et ludique. Ouais, il faudra qu'on en reparle parce que je suis en train de travailler sur un jeu de société sur je t'en avais parlé, il me semble, qui arrive au bout là d'ailleurs. Donc il faudra qu'on fasse une partie. Très bien. Donc ça, mais en fait, il y a plein de tendances, mais non, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la classe inversée et le fait de développer d'autres compétences que des compétences métiers. Je fais souvent cette réflexion en disant qu'à l'école, souvent, on apprend le quoi. C'est quoi le métier ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Mais je pense que pour faire des bons professionnels de santé, il faut aussi se poser la question du comment et surtout du pourquoi on fait les choses. Et là, c'est clairement ce que tu viens de travailler avec la classe inversée, en fait. Le quoi, ils vont le travailler à la maison. Mais après, pourquoi ils vont le faire ? Comment ils vont le faire ? Comment ils vont le rendre ? C'est là qu'on va travailler les autres compétences, pas forcément techniques et métiers, dont les soignants vont avoir besoin. Donc, c'est hyper important de travailler ça le plus tôt possible, quoi. Et puis de comprendre que finalement, ils vont pas vivre ça comme qu'une activité pédagogique en institut de formation, que en fait finalement la prise de parole qu'ils sont en train de faire devant 130 personnes, elle est utile pour demain. C'est-à-dire que demain, je suis en transmission ciblée avec mes collègues, je suis obligé de prendre la parole devant un nombre de publics important. Quand je dois aller voir un médecin et que je dois informer le médecin qui a une problématique, il faut que je sois capable d'exprimer correctement le sujet. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un point qui me semble vraiment, vraiment important. Mais il y a des travaux, je ne sais plus qui c'est qui les avait fait, sur la liste des compétences non techniques qui étaient importantes pour les soignants. Et il y en avait la communication, la prise de décision, la gestion du stress. Et ça, je pense, c'est partie des axes. Bon, j'imagine que tu es bien plus au clair avec ça, de comment les intégrer à la formation de demain. Ouais, les sciences de l'éducation et de la formation, et puis en plus les neurosciences. Ça va apporter des billes. De toute façon, la réingénierie de la formation, on va être obligé de se pencher sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, des soft skills. Je peux te poser 2-3 questions. Ah oui, bien sûr. Comment tu fais pour faire tout ça et garder une vie perso cohérente ? Ouais, alors c'est un vrai sujet qui est pas simple à répondre parce que on est tous différents. Ouais. Et quand on est engagé, c'est vrai que le travail peut prendre une part importante sur sa vie privée. Et idéalement, j'aimerais que les journées fassent 36 heures. Parce que en fait, là, je pourrais faire tout, quoi. Je pourrais faire de la basse, je pourrais aller à des concerts, aller au cinéma, travailler et finir tous mes objectifs. Parce que Loïc nous le cache, mais il est musicien. Ouais. J'ai cru comprendre. Non, j'ai fait de la basse et en fait j'ai sorti la basse parce qu'après la thèse je me suis dit allez tu ressors la basse et puis tu rejoues. Bon, je l'ai juste sorti pour l'instant. C'est déjà une première étape. Ouais, c'est une première étape. Mais bon, donc en fait il y a quand même une auto-vigilance à avoir sur le sujet parce que on peut vite la charge de travail peut être vite très très lourde finalement, notamment dans les responsabilités que je peux avoir par exemple.
J'arrive facilement à 8h du boulot et puis des fois à 19h30, 20h, je suis encore au taf. Donc c'est quand même des bonnes journées et j'ai tendance à des fois travailler à la maison. J'ai ma femme qui me dit oh, tu vas un peu trop loin, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Donc c'est un premier niveau de vigilance. Et puis bien sûr j'ai mes filles et puis je souhaite quand même conserver une vraie activité culturelle. J'aime beaucoup aller à des concerts et ça c'est un point important. On a besoin. Alors quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, je m'étais fixé une sorte d'objectif, c'est que quand je suis sur ma thèse, je suis concentré sur ma thèse. Quand je suis au boulot, je suis concentré sur mon boulot. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je suis avec ma femme, je suis avec ma femme. Et quand je fais un concert, je fais un concert et je culpabilise pas de pas travailler et vice versa. C'est pas facile à faire, mais en tout cas, j'essaye d'être dans le moment et dans l'instant et ça me permet probablement de vivre. Parce que tu peux pas être un professionnel épanoui si t'as pas de vie professionnelle épanouie aussi, personnelle épanouie à côté. Ça, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre, mais c'est pour les profils comme les nôtres, c'est loin d'être facile. Et heureusement qu'on a des fois des personnes ressources qui nous disent tu vas un peu trop loin, pose un peu les choses. Mais engager, c'est compliqué parce qu'on est passionné. Bien sûr. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Si on te dit pas stop, tu continues quoi. Bah ouais, parce que le stop ou encore, en fait, encore, c'est plutôt encore. Après, il faut s'écouter au niveau du corps parce que je pense que le sujet de burn-out est quand même un sujet d'actualité sur la qualité de vie au travail qui est important à appréhender. Et je n'ai jamais vécu de burn-out, mais il paraît qu'on le voit pas venir. Ça arrive direct et puis tu peux plus sortir de ton lit après. Donc j'essaye de m'écouter aussi physiquement quand je ressens un peu de tension, quand je vois que j'ai dépassé la barre des 50 heures par semaine. Tu te dis bon, lève un peu le pied. Ouais, lève un peu. C'est peut-être beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas simple. Hein. Et du coup, tu disais que ta femme, elle était ressource pour toi, pour ton quotidien. Et est-ce que t'as je sais pas comment on peut dire ça, un mentor, un tuteur, quelqu'un qui professionnellement, lui, t'a guidé, t'a donné envie? Oui, alors j'en ai eu. Enfin, en fait, ma carrière, elle s'est construite grâce à la relation aux autres. En fait, donc, en fait, j'en suis là parce que j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont encouragé. Je pourrais en citer 5 si c'est possible. Bien sûr, tant que tu veux. Il y a Sylviane Poirier qui était ma directrice d'IFSI quand j'ai fait mes études et quand j'étais professionnel, qui a été une femme remarquable, qui a été pleine d'exigences et en même temps a toujours valorisé le développement professionnel. Mon ancien directeur de l'IFCS, de l'école des cadres, Gilbert Tersin, qui m'a laissé des marges de liberté énormes dans mon développement professionnel. Donc ça, c'est important. Ma collègue Nicole Calins de l'IFCS, que j'ai quitté il n'y a pas très très longtemps, on a vraiment échangé, puis elle a su m'apporter aussi plein de choses. Mon directeur de thèse, Thierry Ardouin, qui était une personne incroyable. Et puis Florence Girard, qui est la présidente de l'ANDEP, qui est l'Association nationale des directeurs des écoles paramédicales, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, puisqu'elle a une vision de l'avenir et un engagement dans ce qu'elle fait qui est très très fort. Et en fait, alors il y en a plein d'autres, hein. Ouais, mais sur ces 5 personnes, c'est ces personnes qui m'ont poussé, encouragé, valorisé et qui m'ont permis d'avoir des zones de liberté, des marges de manœuvre importantes et qui ont su, et c'est ce que j'essaye de transmettre moi maintenant, qui ont su me dire voilà, je suis content pour toi que tu évolues. Et ça, si moi je peux arriver à transmettre ça après, être le passage de relais pour les futures générations, ça serait l'idéal. Et je me faisais la réflexion quand tu le disais tout à l'heure. J'ai eu la chance d'aller outre-Atlantique. C'est une mentalité qu'ils ont beaucoup plus facilement. Ça. Ouais, la mentalité de la réussite, ouais, elle est beaucoup plus... De l'entraide, de la motivation. C'est vrai que chez nous, mais ça arrive. Ça va venir. C'est vécu souvent comme c'est bizarre, il réussit. Ouais. Merde, il a travaillé. Ouais, c'est ça. C'est chiant. Oh là là. Alors que finalement, il a de la chance. L'idée, c'est pas d'être en confrontation les uns avec les uns contre les autres, c'est de travailler ensemble avec les compétences de chacun. Et c'est comme ça que le monde sera meilleur. Enfin, je l'espère. Ouais. J'ai une question que j'avais envie de te poser. Ouais. Autour du mentorat, du développement des futurs professionnels de santé. Comment tu vois l'avenir, toi ? Alors, l'avenir, pour moi, c'est d'accepter de prendre du temps pour les autres. Ouais. Alors, ça rejoint un peu la philosophie du slow management, c'est-à-dire d'accepter de perdre du temps pour en gagner ensuite, après, et de se renforcer sur les qualités relationnelles. Donc, il y a
prendre du temps, et pas perdre du temps, mais prendre du temps pour les autres, valoriser à nouveau, encourager, être rigoureux aussi. Je pense que la rigueur qu'on donne aux autres aussi, enfin qu'on attend des autres, elle est aussi porteuse, je pense. Parce que qui dit bienveillant, le bienveillant, c'est pas les bisounours. Hein. Bienveillant, c'est être capable de... Ouais, c'est ça. Exactement. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Quelqu'un qui t'aime, il te dit pas je t'aime comme tu es. Je dis je t'aime, fais attention à ce que tu fais. Oui. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de ce truc d'être exigeant envers les gens qu'on a envie de voir grandir. C'est pas être malveillant, c'est juste au contraire. Grandissons ensemble. Mais même sur des sollicitations, je suis souvent sollicité via LinkedIn ou sur des questions, tu vois, je pourrais facilement me dire j'ai pas le temps. Et puis je laisse passer et puis j'ai un peu du mal à faire ça en fait. Je me dis que finalement, même si c'est 5-10 minutes passées auprès de cette personne à répondre à ces questions, peut-être que cette personne elle va le faire pour d'autres, etc. Et ouais, c'est une sorte d'approche philosophique du mentorat ou du tutorat, enfin plus du mentorat, parce que en fait, le mentorat c'est que on vient de on te choisit et on vient de chercher et puis t'acceptes ou pas de faire le truc, mais donc voilà, je dirais ça et puis à nouveau voilà. Me dire que voilà, vas-y, prends ma place, ça veut dire que tu as bien réussi, et je suis content que tu aies pris ma place. De toute façon, avec ces dynamiques, souvent, les gens grandissent ensemble. Oui. Donc, souvent, celui qui va te prendre la place va potentiellement t'aider, toi, à monter. C'est ça, et puis c'est de l'interaction, et puis quand tu fédères un réseau qui est plutôt positif et bienveillant, ouais, c'est hyper porteur, je trouve. T'es positif sur l'avenir par rapport à ça ? Tu penses qu'on va évoluer dans le bon sens ? Je l'espère. Je pense, en tout cas, là, sur la question des sciences infirmières, pour l'instant, on a des compétences. On est tous en soutien les uns avec les autres avec des compétences différentes. Donc, je pense que oui. Après, c'est comment on va aborder quand même les difficultés de soins qui sont importantes actuellement. Hein. Le vieillissement de la population, moins de soignants à l'hôpital. Mais justement, il faut s'en emparer dès maintenant. Et c'est... Chacun a cette histoire du colibri, mais si chacun met sa petite goutte d'eau, finalement, on va peut-être. Puis je crois qu'il faut avoir une vision positive du système, quoi. Après, je me suis dit là, c'est de mes réflexions dernièrement, mais en fait, je me suis engagé. J'aurais dû m'engager politiquement plus précocement sur le sujet. Là, j'ai l'impression que c'est un peu tard pour moi parce que il faut, pour être efficace, faut rentrer dans des rouages très tôt, etc. Mais et en même temps, je suis plus en proximité que beaucoup de politiciens, donc je sais pas, mais... C'était la question qu'on a discuté avec Alexis. Avec Alexis Bataille, sur la question de la représentation des soignants, notamment des paramédicaux en politique. Comment se fait-ce qu'on soit si peu représenté ? Ouais. Après, je crois qu'il faut aussi qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. C'est ce que réflexif et auto-réflexif. Il faut qu'on se donne quand même un niveau d'exigence pour être reconnu et faire que cette profession elle grandisse. C'est sûr que si on s'engage pas et si on participe pas au système de santé, il va avancer sans nous. Ça c'est sûr. Clairement. Donc comment on fait pour s'engager ? Mais c'est des fois en acceptant de prendre la parole et en disant là il y a un problème et en étant toujours constructif parce que de toute façon si on est en mode résistante et en mode bulldog, souvent on n'est pas écouté ou écouté beaucoup plus tard que ce qu'on pourrait l'être. Mais on parle aussi de la question de la légitimité, de comment ça se fait que les soignants sont si peu légitimes. Mais effectivement, je pense qu'il y a un versant culturel qu'on aura du mal à faire bouger, mais il va falloir qu'on le fasse bouger. Ouais, et puis le fait de s'intéresser au leadership. Donc les IPA, les infirmiers de pratique avancée, dans leur référentiel de compétences, ont maintenant le leadership clinique. Après, c'est pas suffisant le leadership clinique parce que c'est très restrictif. C'est de se dire voilà comment on s'engage et comment on y va sur sa personnalité, sur ses valeurs éthiques et morales, sur les interactions qu'on a avec les autres, sur la compréhension de l'environnement. Parce que ça, comprendre l'environnement, on peut difficilement le comprendre en 1 an de carrière professionnelle. C'est de l'expérience, c'est essayer de comprendre au niveau national, international, les enjeux politiques. Puis même déjà bien avant ça, moi je me suis fait la remarque en formation en fait. En discutant avec mes stagiaires, je me suis rendu compte que, alors ils étaient 12, c'est 12 infirmiers aides-soignants.
qu'aucun n'avait compris comment fonctionnait son hôpital. Mmh. C'est-à-dire que comment fonctionnait la direction, les différents services, la CME. Je leur parlais chinois, ils comprenaient. Et du coup, je me dis, peut-être ça commence par là, dès le début, c'est-à-dire comprendre comment on peut espérer faire bouger les choses si déjà on ne comprend pas l'environnement plus proche dans lequel on travaille. Je pense que ça reste aussi partie des enjeux, de comment on perçoit l'environnement et comment on le fait évoluer sans le connaître. À mon sens, ça me semble très compliqué. Très compliqué. Pour finir, comme toujours, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de ta carrière, un truc qui t'a marqué, un truc qui t'a enseigné quelque chose? J'en ai plein, mais j'entendais Alexis qui en avait plein aussi des anecdotes. Mais c'est l'avantage des soignants, c'est qu'ils ont toujours plein de trucs. J'ai une anecdote qui m'a pas mal touché dans mon côté finalement qu'il faut rester assez humble dans la complexité du système de santé. En fait, quand j'étais infirmier en réa neurochir, c'était une réa, mais en fait, elle était identifiée soins intensifs. Okay. Mais on avait la même activité que les réa, donc à l'époque, c'était avant les 35 heures. Ouais. Ça date. Et on était deux infirmiers ou infirmières pour 10 patients, dont à peu près 8 sur 10 intubés ventilés. Oui. C'est une bonne charge de travail. Dans les classiques actuels, c'est vraiment énorme, quoi. C'est ça. Et pour donner un exemple de comparaison, moi qui ai quitté la réanimation il y a 3 ans, c'était un infirmier pour 2-3 patients maximum. C'est ça. Quoi. Et en fait, un après-midi, en plus les retours de bloc en neurochir, c'est des bons retours de bloc. On a eu 4 retours de bloc en moins de 10 minutes, à 2. Et donc, premier retour de bloc, j'installe le patient, paf, paf. Deuxième retour de bloc, j'installe le patient. Troisième, j'installe. Mais je pense déjà au 4e. Et en fait, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié d'allumer le respirateur. Embêtant. Donc là, il y a l'anesthésiste qui était dans le coin. Hein. Mon diplôme aurait pu sauter sans aucun problème. Hein. Et finalement, en fait, c'est pas une question individuelle. C'est là plutôt, certes, une question individuelle, mais finalement une question collective de qualité. Et que il aurait fallu que le bloc appelle le service pour prévenir qu'il y avait des arrivées, que les arrivées soient échelonnées, pas sur 10 minutes, mais sur 1 heure. Et voilà. Et en fait, finalement, il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est aussi de se dire qu'il faut être prudent dans son métier, en fait, hein, et que la qualité, même si on vit ça des fois comme quelque chose d'un peu rébarbatif pour certains, ça reste quand même des éléments importants. Et voilà. Et puis d'accepter aussi d'être humble finalement sur ce qu'on est en tant que professionnel. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a un peu marqué. Parce que finalement, j'en suis là, mais j'aurais peut-être pu être ailleurs au regard de ce sujet-là. Hein. Tout aurait pu s'arrêter, quoi, finalement. Ah bah oui. Parce que c'est une erreur qui est, pour le coup... il aurait pu mourir. Hein. Ouais, donc, c'est la du coup, qu'il a réanimé, c'est ça, le respirateur? Oui, le réanimateur était là, donc ça va. Puis on était une équipe. Non, mais je pense que... voilà, et puis... si je vous en parle, c'est que... C'est que ça t'a marqué, quoi. 20 ans après, c'est que ça reste quand même une situation qui peut être problématique. Ah ben, bien sûr. Voilà. Donc après, voilà, c'était une histoire de quelques secondes, hein. Mais des fois, ça se joue sur ça parfois. C'est ça. Après, autre anecdote, mais j'en ai un peu plus parlé, mais c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une sorte de philosophie. C'est voilà, la rencontre des personnes qui te font grandir. Ça, c'est des points importants et on se construit pas tout seul. Donc on se construit toujours avec les autres. Certes, il y a un engagement personnel, mais c'est surtout la rencontre. Alors en fait, je pourrais émettre des dizaines d'anecdotes, mais finalement, elles se résument sur la rencontre avec l'autre et le fait que les autres t'accompagnent et te font grandir. Et l'autre, qu'il soit professionnel comme patient. Oui. Oui. Alors si, il y en a une peut-être pour rééquilibrer et puis je m'arrêterai là. J'étais en neurochir et il y a une jeune de 16 ans, elle avait fait un parcours de plus de 3 ans dans les hôpitaux. Et puis j'ai tenté de faire mon boulot normalement, avec le sourire, en prenant du temps, en étant attentif, en prenant aussi du temps pour s'asseoir près d'elle et discuter. Et puis c'est vrai que quand elle est partie, elle a dit vous avez été le meilleur infirmier que j'ai eu dans mon parcours professionnel. C'est pas grand chose, mais ça tu pars pour 3 ans. Parce que tu vois que, en fait, finalement, même si t'es débordé, un petit sourire, une petite attention,
Et puis être assez simple aussi dans la relation, en ayant de la distance thérapeutique, mais en étant assez simple dans la relation. C'est quelque chose qui m'a... Je me souviens encore bien de son visage d'ailleurs, cette jeune fille qui avait 16 ans. C'était agréable. Bon, merci beaucoup. C'était avec grand plaisir, merci. Si nos auditeurs ils veulent te retrouver quelque part, est-ce qu'ils peuvent te contacter à un endroit ? Ouais, assez facilement, puisque j'ai un site internet, loicmartin.me. Ok. Voilà, et puis à l'université de Rouen, j'ai une adresse universitaire, c'est loic.martin2, le chiffre, arrobase. Il y a un Loïc Martin 1 en fait, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Ah, mince. donc c'est loic.martin2, arrobase univ, petit-du-6, rouen.fr. Et je suis, comme je l'ai dit, si je peux répondre dans la limite de ce qui est raisonnable, je suis à la disposition de... Si t'es OK, on les mettra en commentaire dans le podcast. On les mettra à disposition. Ouais, très bien. T'as aussi, du coup, écrit certaines choses qu'on peut retrouver éventuellement ? Le livre sur le raisonnement clinique, il y a la deuxième édition qui vient de sortir. Donc la première édition, c'est plutôt bien vendu. Elle est sortie pendant la crise Covid. Mais ça s'est plutôt pas mal passé. Et là, on a sorti la deuxième édition qui est sortie en août 2023, qui avance bien. Et puis le livre sur le leadership en santé devrait sortir en avril 2024. Okay. Donc voilà, plus quelques articles. Ouais, ça va être un bel objet. Parce que Louis disait tout à l'heure que c'était pas naturel pour lui d'écrire, mais quand il m'a demandé d'écrire, je peux vous dire que j'ai pas fait le malin non plus. Et qu'on a fait 2-3 allers-retours pour trouver quelque chose qui corresponde à... c'est super dur l'écrit. Mais ouais. Tout à l'heure, vous parliez de l'IA, voilà, c'est parfait. Arrête, il va le savoir que c'est pas moi qui rédige. En tout cas, merci pour tout. Merci. Au plaisir. Ouais, merci.